Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire du 3 décembre 2021 de la communauté des talents pédagogiques. Je suis Julien Maurice, animateur de la communauté, et nous abordons ici avec Thierry Spriette la question de l'usage du design thinking dans un contexte pédagogique. Alors Thierry est vice-président délégué au numérique et à l'innovation pédagogique, mais il est resté avant tout enseignant et ça donne aujourd'hui encore à des activités pédagogiques. Dans ce webinaire, il nous détaille les différentes phases de mise en place d'une activité de design thinking en faisant surtout un focus sur la phase de divergence-convergence qui est particulièrement importante et qui suscite le plus de questionnements de la part des formateurs. Alors avant de vous laisser en compagnie de Thierry, je précise que vous pouvez rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour échanger avant et après les webinaires et vous abonner également à la newsletter. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pourrez retrouver notamment de nombreuses ressources liées à la pédagogie. Je remercie au passage Clémentine Poudevigne qui est à l'origine de l'événement et je vous souhaite un excellent visionnage en compagnie de Thierry Spriette. Alors du coup, tu vas pouvoir partager ton écran, Thierry, alors, puis on va laisser commencer. Bonjour à tous, merci pour ces présentations. Pour contextualiser un petit peu ma présentation, je vais peut-être justement compléter la présentation en signalant que je suis enseignant-chercheur en informatique dans une filière d'ingénierie. Donc, on forme des ingénieurs informatiques, mais je fais aussi des cours en multidisciplinaire, on va dire. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'en reparlerai, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu dans ces deux formations. Donc, la partie ingénierie et la partie multidiscipline. La démarche de design thinking, elle est surtout connue pour son volet user design, mettre l'approche où on place l'utilisateur au centre de la réflexion, que ce soit de la réflexion ou de la conception d'un outil, d'un objet, d'une procédure. Cependant, moi, ce qui m'a intéressé dans le design thinking, c'est un volet que je trouve très intéressant sur la créativité et l'intelligence collective. Alors, ceux qui pratiquent le design thinking savent que c'est même la base en fait de cette démarche, même si on l'utilise toujours pour bien placer, ne pas oublier l'utilisateur, le placer au centre des réflexions, mais les deux piliers sont bien la créativité et l'intelligence collective. Et c'est ces deux aspects qui vont m'intéresser aujourd'hui dans cette présentation. Alors, j'ai un retour en studio. Avant de voir en quoi ça peut servir nos apprentissages socio-constructivistes, je vais faire une représentation rapide du design thinking et du contexte où je l'utilise. Donc, je vous disais que c'est dans le cadre d'une formation d'ingénieur, donc c'est ingénieur universitaire, donc c'est les fameux CMI, cursus master ingénierie, et c'est une activité que je fais en L1 avec eux, qu'on poursuit un petit peu en L2, mais c'est majoritairement en L1. Et je présente aussi cette approche dans ce qu'on appelle des UE d'ouverture chez nous. Je pense que vous avez un peu tout ça. Et là, ça concerne toutes les licences, les étudiants pouvant être en L1 ou L2. Ça se fait sur 2 jours bloqués, donc c'est 2 fois 7 heures. On reste enfermé dans une salle à travailler sur cette partie-là. Et c'est un exercice un petit peu particulier, puisqu'on ne fait pas du design thinking juste pour faire du design thinking. C'est aussi pour leur montrer, leur faire découvrir, leur faire comprendre cette approche. Donc, on est sur une problématique et en même temps, les différentes activités, j'explique aux étudiants qu'est-ce qu'elles apportent, quel est leur intérêt et quelle est la philosophie de la démarche, voilà, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi, plus tard, rester un petit peu dans cette approche design thinking. Alors, le design thinking, on va l'utiliser pour quoi faire? Essentiellement quand on a une problématique avec des utilisateurs, concernant des
utilisateur. Un système qui marche moins bien, une procédure qui semble inadaptée ou qu'on veut améliorer, ou création d'un nouvel objet ou d'un nouveau service et auquel on aimerait bien faire trouver sa cible. Donc, on ne va pas se lancer juste en créant l'objet, on va d'abord aller voir comment il va être ou comment il pourrait être designé pour qu'il trouve sa cible plus facilement. Cette problématique, c'est important de se rappeler que c'est parce que c'est vis-à-vis de l'utilisateur qu'on la met en place. Et ce que je vais vous montrer, c'est que moi, dans mon usage, ce que je veux utiliser, c'est pas spécialement cette partie-là, hein. Une séance classique, une démarche de design thinking, ça commence par une mise en contexte. La contextualisation, elle est importante parce qu'il faut que tous les participants comprennent bien la problématique, pourquoi on va travailler et quel est notre objectif là sur ces 2 jours. Parce que derrière, on va pousser les participants à des réflexions à 360 degrés et une mécompréhension de l'objectif de départ, ça pourrait nous amener très très loin, beaucoup trop loin en tout cas, de la problématique et ça serait du coup contre-productif. Donc cette phase de contextualisation, elle est importante et souvent on a tendance un peu à la négliger parce qu'on pense que c'est une évidence pour tout le monde parce que ça fait un moment que nous, on réfléchit à cette problématique. Donc, les gens qu'on réunit là, on pense qu'ils ont déjà cette acculturation, ce qui n'est pas souvent le cas. La phase suivante, c'est une phase d'empathie. Cette phase d'empathie, elle sert justement à s'identifier aux utilisateurs finaux. Bon, pour cela, on va les modéliser avec des fiches persona, ça s'appelle comme ça. Mais en fait, l'intérêt aussi, c'est d'avoir dans son panel de personnes présentes des utilisateurs, donc en fait des vrais utilisateurs, ce qui est pas toujours faisable, mais qui est souvent faisable en fait. Le... On va commencer à rentrer dans le dur avec la phase suivante, qui est une phase de divergence. C'est celle où on génère le maximum d'idées et c'est celle qui va m'intéresser dans mon propos d'aujourd'hui. Donc, je ne la détaille pas, j'y reviendrai. Cette phase de divergence, en fait, elle est associée à une phase de convergence. C'est une phase qui consiste à sélectionner les meilleures idées de la phase précédente. C'est dans cette phase-là qu'on va retrouver des techniques du style le vote à la gommette, les post-it mouvants, les flying working group ou tout simplement les comités de sélection, de synthèse. Toutes ces techniques-là, c'est des trucs associés au design thinking. On pourra en parler après hein, dans les questions si vous voulez, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, donc je passe. Ces phases de divergence et convergence sont, dans le meilleur des cas, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à faire, suivi d'une phase de maturation. Cette phase de maturation, c'est tout simplement un break. On arrête. Les 2 phases précédentes sont des phases intellectuellement très éprouvantes, où on met les gens sous pression, vraiment. Et là, cette maturation, c'est une décompression absolument nécessaire pour la santé mentale, mais aussi en fait pour le travail inconscient qui va se passer dans la tête de chacun et qui va nous permettre dans une nouvelle phase de divergence et convergence, donc on refait un cycle divergence-convergence, de pouvoir régénérer encore de nouvelles idées et de retrouver des idées très intéressantes. Donc ces phases de divergence et convergence sont suivies par une phase de prototypage. Donc, c'est là qu'on sort les fameux Lego. Hein, vous avez tous dû entendre parler des Lego pour ce genre de truc. Mais on peut aussi faire des bandes dessinées, des jeux de rôle, des prototypes papier, ciseaux, colle. Enfin, il y a plein de façons de faire des prototypages. Alors, il ne s'agit pas de vrais prototypes dans la vie, hein, mais de symboliser des prototypes. Et bien évidemment, qui dit prototype dit test. Donc, on a aussi une mise en place d'une séquence de tests sur ces prototypes et dans toute bonne démarche de qualité, démarche qualité, pardon, on reboucle après les tests sur remettre le couvert, donc divergence, convergence, prototypage, test et autant de boucles qu'on veut. Là, dans l'idée, c'est que les tests dans une séquence de design thinking, ça va être des tests avec des utilisateurs réels si possible, mais ça peut être aussi avec des utilisateurs qu'on a modélisés. Et là, c'est une phase assez importante hein, de l'animateur design thinking, c'est d'arriver à faire incarner les personas par les
par les personnes qui sont dans la séance. Une séquence de design thinking, ça correspond un petit peu à tout ça. Il y a des boucles qu'on peut faire plusieurs fois. Ça dépend de l'ambition qu'on a et du temps. Ce que je vous disais, c'est que moi, je fais ça sur 2 jours, alors que j'ai des scénarios pour pouvoir faire ça sur une demi-journée aussi, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est des choses beaucoup plus survolées et des sprints qui sont différents. Là, sur cette démarche complète, il faut vraiment 2 jours, de façon à ce qu'on ait une vraie phase de maturation avec la nuit et pas qu'une phase de maturation de repas. C'est souvent, on utilise, si on fait ça dans la journée, on utilise le repas comme phase de maturation, mais le repas, comme les personnes prennent souvent ensemble, il n'y a pas une vraie déconnexion. Voilà. Donc, on va revenir sur notre fameuse phase de divergence. Et puisque c'est celle-là qui m'intéresse là pour booster les apprentissages. Donc la phase de divergence, tout le monde la connaît au moins sous la forme de brainstorming ou plus joliment dit remue-ménage, des murs de post-it, les logigrammes, les tac au tac d'idées, les images inspirantes, les balades créatives, voilà, les cartes mentales partagées. Il y a de tonnes d'activités qu'on peut mettre en place qui permettent donc de générer un maximum d'idées. Donc, dans cette phase, dans cette approche de générer un maximum d'idées, on va aller jouer sur la créativité et l'intelligence collective des participants. Donc, c'est arriver à aller à exacerber, je dirais, la créativité et booster l'intelligence collective. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail d'animation, parce qu'on prend en charge vraiment les participants dans ces ateliers. Il y a un travail à faire sur d'abord la créativité. Et la créativité, la première chose à voir, c'est parler des barrières qui empêchent chacun d'être créatif. Et ces barrières, elles peuvent être de plusieurs types, des barrières perceptuelles. C'est la façon dont on va percevoir les choses, c'est l'utilisation de nos sens, c'est l'influence de l'environnement, et on va avoir chacun, en fait, ses propres barrières. Là, elle n'est pas commune. On a bien sûr la barrière culturelle, c'est la façon dont on doit faire les choses. Il y a une norme, on doit être sur la compétition, on doit rester logique. Tout ça, c'est notre culture. Là aussi, c'est plus ou moins partagé, mais c'est quand même assez individuel. Et on a une barrière émotionnelle à franchir aussi. C'est la barrière, la façon dont on ressent les choses. Là-dedans, on va trouver la peur de l'échec, la résistance au changement, l'absence de motivation, le regard des autres aussi va être dans l'émotionnel plutôt que dans le culturel, parce que le regard des autres, c'est l'émotion que va me procurer l'idée que j'ai que les autres vont avoir de moi. Donc ça va assez loin, mais c'est là-dessus qu'il faut arriver à faire passer les participants. Donc, dans mes ateliers, cette partie-là, c'est un moment où on travaille vraiment que sur ces aspects-là. Et au moins déjà de les citer, c'est important, mais même d'y réfléchir ensemble pour que chacun comprenne il doit outrepasser quelque chose. Dans la créativité, on va avoir 3 éléments clés. C'est être persuadé que on est tous créatifs. Donc là, on rejoint, c'est la suite des barrières dont je viens de parler. Si on arrive à passer outre ces barrières-là, on est tous créatifs. L'exemple que je prends souvent ici, c'est dire, quand on est petit, on vous donne 2 allumettes et un marshmallow, et ça y est, vous faites une histoire avec une princesse, des chevaliers, des machins. Et là, maintenant, je vais vous donner un sac rempli de Lego et vous n'êtes pas capable de trouver la moindre petite histoire, quoi. Donc, vous étiez beaucoup plus créatif à 5 ans que maintenant à 20. Et en fait, c'est juste une histoire de barrière pour cette histoire-là. Donc ça se débloque assez vite. Après, c'est des éléments clés de technique, en fait. La créativité, c'est de la curiosité et de la combinaison. Donc, il faut sortir d'un mode tubulaire où les choses doivent être rangées à leur place. En fait, tout doit pouvoir être assemblé, combiné, et il faut avoir beaucoup de curiosité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd, qui doit s'entretenir, la curiosité.
Et le troisième élément clé de la créativité, c'est être conscient du rôle de l'inconscient. En fait, c'est notre inconscient qui va nous permettre d'être vraiment très créatifs. Cette part prépondérante, elle est par des associations qui vont sortir de nulle part de notre tête. Je ne sais pas pourquoi, quand on me dit vert, je pense au ciel. Il y a certainement une raison, mais franchement, elle est inconsciente. Elle est certainement profondément inscrite en moi, mais je ne suis pas capable consciemment de la ressortir spontanément. Donc cette part de l'inconscient, il joue beaucoup sur la fibre artistique, l'appréciation artistique. Donc il faut aussi savoir jouer sur cet aspect-là. Les différentes approches de la créativité, donc tout ça, c'est ce que je montre et que j'explique à mes étudiants à travers des activités que je mets en place. Donc les différentes approches pour être créatif, ça peut être une approche combinatoire. C'est dans le cas où on va forcer la fusion d'éléments totalement différents. Donc, il y a dans la différence, on va faire, et là, c'est l'inconscient souvent qui prend le lead, on va observer des choses inattendues, et ces choses inattendues, c'est ça qui va nourrir notre créativité. Ça peut être une approche associative où, alors cette fois-ci, au contraire, on va exploiter la similitude des éléments, l'analogie, le symbolique commun, donc s'apercevoir qu'en fait, il y a des choses communes dans différents éléments. Alors, ça peut être des images inspirantes, par exemple, qu'on va associer à une tâche particulière, et en regardant un volcan et en essayant de réfléchir sur la problématique du vol des vélos dans l'enceinte de l'université, on va peut-être penser à mettre des armes automatiques qui tirent dès qu'il y a quelqu'un qui veut décrocher un vélo. C'est une très mauvaise idée, mais c'est une idée. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce qui compte, c'est d'avoir des idées, pas spécialement des bonnes idées. Notre approche de la créativité, ça peut être une approche de remise en question, donc des activités qui vont pousser les participants à aller sur les extrêmes, à aller sur les opposés, sur les contraires, donc leur demander d'imaginer ce que ça serait si c'était au maximum, ou l'inverse, ou le contraire de ça. Et là aussi, c'est des choses qu'on ne fait pas spontanément, et donc d'amener les participants sur cette approche créative, ça sort encore de nouvelles idées. Et alors, c'est une approche un peu plus compliquée, celle-là, l'approche exploratoire. Ça demande déjà quelques séances, à mon avis, de design thinking pour que ça puisse bien marcher. C'est une approche où on va plutôt miser sur le lâcher prise, le laisser aller, la déambulation. Donc, il y a beaucoup plus de liberté pour les participants, mais si c'est des participants qui sont pas trop expérimentés, on risque d'avoir très rapidement un assèchement en fait de la créativité. Donc il faut utiliser plutôt cette approche avec des gens qui ont déjà un petit peu joué à cette partie-là. Donc voilà pour la créativité. Rapidement sur l'intelligence collective, en fait, il y a besoin de mettre en place alors, je dirais des règles, des bonnes pratiques. L'intelligence collective, pour qu'elle marche bien dans ces ateliers, il va falloir être dans une approche de partage, de partage d'idées dans le sens je ne tiens pas à ce que mon idée, les autres l'entendent beaucoup, mais en fait, surtout quand je donne une idée, je l'ai donnée. Elle n'est plus à moi. Donc, tout le monde peut s'en saisir, tout le monde peut rebondir dessus. Donc, il y a cette approche-là de rebond. J'entends quelque chose, ça me fait penser à quelque chose d'autre, je le dis et je partage sans que ça puisse m'être attribué à la fin. C'est quelque chose qui est important, c'est que ce n'est pas l'idée d'un tel, c'est l'idée du groupe. Et surtout pas de jugement. Donc on ne juge pas, on va bannir pardon, le non ou le oui mais. Tout est bon à prendre parce qu'on n'est pas dans la phase de convergence, on est dans la phase de divergence. Donc, pour l'instant, on prend tout et c'est dans la phase de convergence, quand on va resserrer les idées,
qu'on aura un esprit critique. Pour l'instant, c'est juste une histoire de produire un maximum de choses, parce que même si l'idée est complètement idiote, comme celle que j'ai prise tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Oui, il est des armes automatiques qui tirent sur les gens qui prennent les vélos, mais en fait, ça peut faire penser au fait que, ah oui, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir une arme, on pourrait avoir juste quelque chose qui fait une blague avec un jet d'eau, et puis l'autre, il va penser que, bah oui, plutôt que de mettre un pistolet à eau, on pourrait peut-être juste mettre un affichage de la personne qui a pris le plus de vélos dans la journée, ou celui de moins, et puis ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis passé de ces idées-là à l'une autre, mais c'est la capacité de rebondir. Et ça, j'ai pu rebondir sur une idée qui était complètement idiote au départ, mais qui n'a pas été censurée par un jugement du groupe. Dans toutes ces phases-là, donc avec mes étudiants, on fait donc des ateliers, on examine un petit peu ça avec, je vous l'ai dit, l'idée de compréhension de la méthode. On n'est pas que sur résoudre notre problématique de vol de vélo. Donc, ils essayent de comprendre aussi pourquoi je leur fais faire ça. Donc, chaque activité, après, il y a un débriefing, on explique, ça casse un peu le travail de l'objectif, là, limiter les vols de vélo. Mais en fait, on s'en fout, parce qu'on est là pour apprendre le design thinking, pas pour réduire le nombre de vols de vélo, qui a plus d'ailleurs, hein, depuis qu'on a mis des vigiles, en fait, c'est vachement plus efficace. Merci le Covid. Depuis que le campus est fermé, les vélos sont en sécurité. Donc, je reviens. L'idée surtout, donc, c'est qu'à travers ces phases de divergence, je montre bien aux étudiants à quel point ça a été efficace. Les activités, on arrive à produire en une demi-heure plus de 1000 idées. Enfin, c'est un truc inimaginable. Si je leur demandais avant une séance de tac au tac d'idées, par exemple, en disant combien on pourrait produire d'idées, ils vont mettre sur une vingtaine, une trentaine. Et quand une demi-heure plus tard, on a nos 100 petits papiers qui sont remplis, enfin 100, 1000 petits papiers qui sont remplis, ils ne peuvent que accepter cette preuve d'efficacité. C'est un peu là que ça va s'arrêter, parce que je vous ai présenté le design thinking, mais maintenant, c'est gentil, je vous ai aussi parlé d'apprentissage. Donc, en quoi ça sert les apprentissages? Suite à ces activités de design thinking, je fais travailler mes étudiants dans un autre cours qui n'a rien à voir, un cours de base de données, modélisation de base de données. C'est un cours assez théorique, hein, assez compliqué d'ailleurs. Les étudiants travaillent en groupe dès la première séance. Et l'idée de ces groupes de travail, c'est de créer des groupes collaboratifs d'apprentissage. Pas des groupes, alors on a un travail là-dessus, c'est pas des groupes de coopération. L'objectif, c'est pas de finir la tâche demandée, mais l'objectif, c'est d'apprendre ensemble cette tâche, la résolution de cette tâche. Donc, ces groupes, c'est, je dirais, antinaturel pour des étudiants. Ce qu'on leur a appris et ce que malheureusement on leur apprend encore beaucoup, même quand ils ont quitté l'université, c'est on va faire un groupe de projet. Donc, bon, allez, chacun a sa fonction. Il y a le chef de projet, il y a le secrétaire, il y a celui qui a la compétence machin qui va travailler sur cette partie-là, l'autre qui va travailler là, ou alors, bon, vous pouvez vous mettre à plusieurs pour faire le TD. Et en fait, l'objectif, c'est de rendre le TD. Et comme vous êtes plusieurs, ça pourra aller plus vite. Donc, en fait, on ne pousse pas les étudiants à collaborer, mais à coopérer. Donc, coopérer, c'est on partage des tâches, hein, pour expliquer quand même. Coopérer, on partage les tâches. Collaboratif, on travaille tous sur les tâches en même temps. Donc, si on parle d'apprentissage, moi, je veux des groupes d'apprentissage. Donc, je veux que je donne un sujet aux étudiants, je veux qu'ils travaillent et qu'ils se challengent sur ce sujet-là de façon à ce qu'il y ait un apprentissage par les pairs. Et cet apprentissage, en fait, la créativité et l'intelligence collective qu'on a étudiée juste le semestre d'avant renforcent vraiment cette approche collaborative parce que, un, ils y croient, ils ont vu les résultats. Deux, ils savent que même s'ils sont nuls dans cette matière ou qu'ils se pensent nuls ou qu'ils sont persuadés qu'ils resteront toujours nuls, par contre, ils savent qu'ils peuvent avoir des idées. Ça a été montré le semestre d'avant et c'est que aussi tout le monde peut, sans complexe, mettre sur la table ses idées. Donc, cette partie de divergence, là, ça va nourrir le travail du groupe collaboratif.
Et à côté de ça, j'ai juste à leur apprendre pour cette partie-là l'apprentissage par l'erreur et l'esprit critique. J'ai oublié dans le transparent l'apprentissage par l'erreur. Leur expliquer qu'en fait, on apprend grâce à l'erreur, à condition que cette erreur soit reconnue comme une erreur et analysée. Donc ça, comment ça se passe au niveau d'un groupe de collaboration? Un étudiant, il y a un sujet à répondre. S'il y en a un qui dit « Ah c'est bon, la solution c'est vert » et que les 4 autres disent « Ah oui, vert c'est super, allez hop, on passe à la question d'après », on n'est pas du tout dans du collaboratif, on est dans du coopératif et personne n'y gagne rien. Par contre, si le premier dit c'est vert, les 4 autres se disent ah ouais, mais pourquoi il dit que c'est vert? Attends, moi, oui, bien sûr, j'ai compris, je suis bête, c'est ça. Donc, et oralement, on explique pourquoi c'est vert, mais il y en a peut-être un qui va dire non, moi je comprends toujours pas pourquoi c'est vert en fait. On va prendre le temps pour expliquer à cette personne pourquoi c'est vert. Donc en fait, il y a besoin de préciser en fait sa compréhension du sujet et de l'oraliser. Ça, c'est important pour l'apprentissage. C'est pas le talent, mais bien le travail là qui va être valorisé et le travail intellectuel, le cheminement. Et il peut y avoir aussi des confrontations entre, il y en a un qui dit c'est vert et l'autre qui dit c'est rouge. Donc, pourquoi? Et ce temps perdu à décider entre le vert et le rouge, en fait, c'est du temps gagné sur toutes les questions qui suivront de ce type-là. Donc, ce raisonnement-là, parce qu'il aura été mené au bout au sein d'un groupe collaboratif d'apprentissage, ils n'auront plus à le refaire individuellement parce que tous auront la démarche de comment on peut savoir si c'est vert ou si c'est rouge. Donc, ça marche à condition qu'ils exercent leur esprit critique. Donc, l'idée qu'à chaque fois qu'il y a une solution qui est proposée, on est bien tout le monde qui joue le jeu en disant est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça? Est-ce que j'ai compris pourquoi c'était ça? Et ne restons pas sur des non-dits, exprimons rapidement pourquoi c'est ça. Alors, au départ, ces groupes prennent un peu de temps, en effet, parce que ça prend du temps de s'expliquer de pourquoi c'est ci, ainsi de suite. Mais par contre, très vite, quand ils sont sur le même groupe, ils prennent l'habitude de discuter et de travailler ensemble sur ce type de fonctionnement, et c'est des groupes qui vont aller très très vite sur la fin du semestre, même avant la fin du semestre, ils vont aller très très vite et toujours ensemble. C'est quasiment fini, j'avais oublié celui-là. Donc en fait, le collaboratif, ça marche à condition quand même de respecter quelques consignes. D'abord, il faut y croire au niveau de l'enseignant, bien évidemment, mais aussi au niveau des étudiants. Donc c'est là que mes séances de divergence dans les design thinking que j'aurais fait avant jouent leur jeu, parce qu'ils y croient. Il faut être capable de le mesurer, donc savoir si en fait on est bien comme membre dans ce groupe collaboratif. Et donc pour ça, nous, on a développé une petite application qui s'appelle Gesteam, qui permet à chaque membre de groupe de donner un avis sur les autres membres du groupe en fonction de 4 critères qui sont le moteur, il apporte bien des idées, il est créatif, que ce soit des bonnes ou des mauvaises idées, mais il apporte des idées. Il est critique, c'est savoir que chacun a bien exprimé son esprit critique, parce que s'il y en a un qui laisse passer, c'est la fin de tout, quoi. Il faut vraiment que tout le monde joue le jeu aussi sur l'esprit critique. Et les 2 autres critères sont plus sociaux, c'est quelqu'un qui arrive à garder le focus minimum sur le travail, et l'autre qui est quelqu'un de fréquentable, de sociablement acceptable. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui prend la tête, donc il y a aussi ce critère-là. Donc ils ont une petite application, ça reste entre eux, ils peuvent se dire les choses sans avoir à se les dire face à face, parce que c'est pas facile pour un groupe d'étudiants de dire bon écoute, la semaine dernière tu as plutôt été nul, ou tu as fait que parler de cinéma, tu nous as pas aidé. C'est pas facile à dire, tandis que là ils ont juste à cliquer, pop, ça apparaît. Alors c'est quelque chose qui leur permet une auto-évaluation de leurs compétences de collaborateurs, on va dire. Voilà. Et c'est surtout laisser le temps au groupe de s'installer, de grandir. Et une fois qu'il a pris son rythme de croisière, c'est très, très efficace. Voilà, je savais bien que c'était presque fini. J'ai fini. Merci à tous. Si vous avez des questions, j'imagine que vous allez pouvoir les poser.
Et voilà pour la présentation globale. Je précise que si vous pouvez nous rejoindre en live, et bien vous participerez également aux échanges qui sont passionnants et nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show qui permet d'échanger encore plus librement après le webinaire. N'hésitez pas pour rappel à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté, à vous inscrire sur la newsletter, voire sur le site de la cartographie des talents pédagogiques. Enfin, vous pouvez évidemment liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre sur vos réseaux préférés. C'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.